Bonjour à tous. Il est 13 heures, donc on va commencer doucement. On va peut-être commencer doucement pour laisser le temps aux éventuels retardataires qui finissent leur sandwich de venir nous rejoindre. Merci à vous d'être là. On n'est pas très nombreux, donc peut-être qu'il y aura pas mal de questions et d'interactions, ou j'espère. J'espère qu'on va vous intéresser. On va parler de blockchain. Alors moi je suis Richard Fan, je suis fondateur et dirigeant d'une société qui connaît absolument pas la blockchain. Donc est-ce que dans l'assistance, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui déjà utilisent la blockchain ou ont le projet de l'utiliser? Merci, bravo. Et donc tous les autres, vous êtes comme moi, vous n'y connaissez rien, et donc on va découvrir ça avec trois invités qui, eux, ont expérimenté, ont fait et l'utilisent dans leur métier, leur industrie. Donc on va commencer, comme vous voyez, par Greta Moser, Benjamin Jude et Nina Capu. Déjà bonjour, merci beaucoup d'être ici. Bonjour. Bonjour. Benjamin, Benjamin, je vois Global Solution Architect, Consumer Packaged Goods chez Schneider. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter ce que vous faites chez Schneider dans cette activité Consumer Packaged Goods? Bon, c'est toujours sympa de commencer d'habitude par les dames, mais on va commencer par le seul homme. Donc oui, qu'est-ce que je fais? Donc un solution architect chez Schneider, c'est quelqu'un qui s'occupe de la stratégie technique, de l'assemblage un petit peu des pièces de Pols, hardware, software, services, pour arriver à construire des solutions pour un segment spécifique. En l'occurrence, le mien, c'est ce qu'on appelle le Consumer Packaged Good. Donc ça reprend l'agroalimentaire, la pharma, la cosmétique. Si je mets des noms de clients derrière, on va couvrir des gens comme Danone, Nestlé, L'Oréal, Procter & Gamble, Sanofi, GSK, pour en citer que quelques-uns. Et donc il y a une équipe derrière moi qui principalement distribuée dans le monde, mais principalement en Inde, où on teste à Bangalore, où on teste l'assemblage de ce pulse pour arriver à faire des solutions pour ce segment. Voilà. Et donc on teste la technologie blockchain à cet endroit. Et on en parlera tout à l'heure. Merci Benjamin. Greta, vous êtes dans les étiquettes. Pas que les étiquettes, quand même. Je représente la société Avery Dennison. Je suis responsable développement produit, les solutions d'impression à la demande, solutions digitales et physiques pour anti-contrefaçon. Donc je m'occupe de ça au niveau global et on accompagne dans l'industrie de la mode des clients comme Decathlon, Adidas, Nike, aussi dans le luxe. Donc je m'occupe de la stratégie de développement produit et de tester les nouvelles technologies comme la blockchain par exemple. Et Nina, Eh bien, on sait juste que vous faites du business développement et que vous êtes dans une société qui s'appelle Ariani. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? eh bien, nous, on est en plein dans la blockchain. On a développé une plateforme qui permet aux marques de luxe et de mode de créer facilement ce qu'on appelle des NFT, Non-Fungible Token. Finalement, c'est des actifs digitaux uniques, non fongibles, et spécialisés, du coup, dans l'industrie de la mode et du luxe. Merci. Alors, on va parler beaucoup de business, de commerce, d'application de cette technologie maintenant, mais pour remettre un petit peu tout le monde sur un même plan d'égalité et de connaissance ou d'ignorance, je voulais demander à Benjamin, est-ce que sur la blockchain, vous pouvez un petit peu nous aider à comprendre ce que c'est que la blockchain et quelles sont les caractéristiques techniques de cet outil informatique? Ouais, on peut essayer de vulgariser un petit peu la technologie, même s'il y a de moins en moins de débutants et puis des gens maintenant qui connaissent cette technologie. Donc en fait, c'est d'abord un registre au sens du document un peu officiel qu'on vient consigner chez un notaire ou peu importe, enfin, un document entre guillemets dématérialisé dans ce cas-là, dans lequel un certain nombre d'acteurs vont enregistrer des éléments. On va même encrypter, coder éventuellement, crypter les documents qu'on va ajouter dans ce registre. Imaginez un passeport, tout simplement votre passeport pour voyager, dans lequel on va venir, donc c'est un document un petit peu officiel, hein, dans lequel on va venir enregistrer un certain nombre de pages, des tampons d'immigration par exemple, hein, pour faire ce parallèle-là. Et au fur et à mesure, cet élément, ce passeport, ce document officiel va venir s'enrichir avec des éléments. Personne ne peut le modifier et ce passeport, ce registre va être distribué.
Donc toutes les informations que vous allez enregistrer dedans vont y rester pour toujours, et chacun ou un certain nombre d'acteurs vont avoir une copie de ce document. Et on parle aussi de smart contract, je crois, dans les blockchains. Oui, alors au-dessus de ce document, on peut effectivement utiliser une autre qualité de cette techno, c'est mettre des règles métiers et dire s'il se passe ça ou s'il se passe ça, on va exécuter un certain nombre de choses. Moi, quand j'en parle dans ma société, j'évoque ça au sens de l'automatisme de l'IT. Donc en fait, on a des règles métiers, en fonction de ces règles métiers, on va exécuter telle ou telle chose. Donc ça veut dire, dans notre cas de l'agroalimentaire, si vous devez transporter un produit, par exemple, que vous mettez un capteur IoT qui va enregistrer cette température de transport d'un produit frais, et le logisticien qui ne respecterait pas cette température peut être pénalisé, par exemple. C'est une règle métier qu'on va appliquer à ce passeport électronique. Et donc, les pages de ce passeport et ces contrats sont modifiables par personne, c'est vrai ça ? Alors, c'est effectivement encrypté, non modifiable. On peut rajouter au fur et à mesure des pages dans ce passeport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite au sens de nombre de pages. Mais par contre, ce qui est inscrit est inscrit. Inscrit, encrypté et distribué. C'est que chacun, ou un certain nombre d'acteurs, peuvent avoir une copie de ce passeport-là. Ce qui le rend difficile à corrompre, à modifier, a posteriori et à hacker si on emploie un peu des termes un peu cybersécurité. C'est difficile, impossible pratiquement à modifier. Donc, comment est-ce que Schneider est arrivé à utiliser cette techno ? Vous pouvez raconter très rapidement le premier cas d'usage ? Oui, en fait, dans le domaine qui me concerne, donc l'agroalimentaire, on se rend compte que les passeports électroniques produits, de ce qu'on appelle la traçabilité de la ferme à la fourchette, deviennent de plus en plus importants pour rappeler les produits, pour travailler contre la contrefaçon. Il y en a également dans l'agroalimentaire. Donc d'avoir un petit peu l'historique des matières premières qui vont composer ce produit-là, avoir un certain nombre d'informations qu'on va mettre dans ce passeport liées à la fabrication dans l'usine, et ensuite le cheminement logistique, respect de la chaîne du froid jusqu'au point de vente final. En fait, on voit bien qu'on a quelque chose de très réglementé, très, très riche en termes d'informations. Et le fait d'avoir l'historique de cette fabrication au sens large, sur ce qu'on appelle la chaîne de valeur de la ferme à la fourchette, encore une fois, d'avoir l'intégralité de ces éléments dans un document électronique, avait complètement sens. Et c'est là où la blockchain, pour nous, était la technologie adoptée pour construire ce passeport digital. Merci Benjamin. Greta, chez Avery, vous aviez aussi un cas d'usage chez des clients. Vous pouvez nous décrire rapidement ? Un peu différent peut-être ? Un petit peu différent de notre côté. Il y a 3 ans, il y avait le buzz, le boom des blockchains, donc tout le monde s'est demandé qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut l'utiliser pour nos clients, pour nous aussi. Donc on a commencé à investiguer, on a commencé à travailler avec des différents partenaires. On s'est rendu compte que le fait d'avoir cette identité unique, ça peut, oui ou non, avoir une blockchain, ça peut nous aider au niveau de traçabilité, au niveau de l'industrie de la mode, matières premières, production, après jusqu'au consommateur, et même pour la circularité après, pour avoir une traçabilité du produit. Le fait que les données soient enregistrées dans une blockchain et on ne peut plus les modifier, ça donne cette côté de transparence. Et plus en plus, les marques, ils cherchent de montrer leur transparence avec les consommateurs. Ça, c'était un use case. Et on a aussi travaillé sur anti-contrefaçon. C'était mon domaine, donc on a regardé comment on peut utiliser la technologie blockchain pour authentifier chaque étape de ce qu'on appelle des events ou de chaque étape de la chaîne d'approvisionnement pour valider et envoyer toutes les données dans une blockchain ou deux. On a testé plusieurs blockchains pour voir comment ça marche. Aussi au niveau rapidité de la blockchain, c'était important de tester. Et au niveau d'adoption de notre production. Donc on a testé nous en interne avec notre site de production. Après, on a testé avec des marques qui sont un peu... c'est des petites marques, mais qui sont toujours en train de chercher des nouvelles technologies, qu'ils n'avaient que des plateformes e-commerce. Donc, ils n'avaient pas des magasins comme une marque habituelle. Donc, il y avait 200 plateformes différentes pour vendre leurs produits. Donc, pour eux, c'était hyper important d'avoir cette traçabilité et de montrer aux consommateurs que c'est une marque assez high-end, les produits sont assez chers pour le consommateur, d'avoir cette attestation que c'était authentique. Donc on a testé tout ça, on a lancé une solution dans le marché il y a 2 ans qu'on appelle AD Trace. Donc c'est vraiment pour faire la traçabilité
de la matière première jusqu'au consommateur. Merci Greta. Nina, votre activité est encore différente. Vous pouvez résumer rapidement quel est le cœur de votre service autour de la blockchain? Oui, alors nous, notre volonté, c'était vraiment de rendre accessible en fait cette technologie dans l'écosystème du luxe et de la mode. Donc pour ça, on a développé un protocole blockchain avec des règles métiers justement spécifiques au cas d'usage de ces industries. Et par-dessus ça, on a développé, on pourrait dire, des couches d'abstraction qui permettent aux acteurs du secteur et à leurs clients de bénéficier des avantages de la technologie sans avoir affaire à sa complexité. Donc ça se matérialise d'un point de vue marque par une solution software as a service qui permet facilement de créer des NFT, de les distribuer et ensuite d'interagir avec les possesseurs de ces NFT. Ces NFT, ça peut être par exemple des passeports digitaux de produits physiques. Un produit de luxe, ça va finalement permettre de lutter contre la contrefaçon, ça va permettre d'associer une notion de propriété et donc d'une meilleure circularité parce que je vais pouvoir prouver sur le marché de la seconde main que je suis bien le propriétaire de ce produit, que je ne l'ai pas volé et je vais même pouvoir atténuer sa perte de valeur si par exemple il y a des opérations d'entretien, de réparation qui sont horodatées dans ce NFT. Ça peut être aussi des NFT 100% digitaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette fièvre NFT en ce moment, mais ça peut par exemple être une version purement digitale d'un produit. Et d'un point de vue du coup utilisateurs finaux, on a développé des solutions de wallet. Finalement, le wallet, c'est l'endroit où va être stocké les NFT. Et ces wallets sont totalement intégrables aux environnements de la marque, qu'ils soient applicatifs ou web. Merci Nina. Alors je vais peut-être un peu vous fâcher, mais moi comme je ne connaissais pas la blockchain, blockchain pour moi c'était aussi crypto-monnaie, c'était énormément d'utilisation de l'énergie, énergivore. Alors Schneider c'est une marque qui a un logo vert. Benjamin, comment est-ce que vous décrivez cette technologie blockchain au sein de Schneider qui est une entreprise plutôt verte, alors qu'il y a cette image un petit peu sulfureuse et énergivore? Oui, alors faut peut-être revenir sur un principe de base, c'est que la blockchain, c'est une technologie, c'est un petit peu une caisse à clous, si vous voulez. Vous pouvez avoir dans votre caisse à clous, je ne sais pas, une scie, un couteau à bois, et l'objectif, c'est d'arriver à en faire un meuble. Donc la blockchain, c'est juste une techno qui doit vous permettre d'arriver à construire quelque chose qui sert votre entreprise. La traçabilité, la contrefaçon, et avec un retour sur investissement derrière. Et ensuite, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que si vous allez construire un meuble, est-ce que ce meuble aura 5 tiroirs, aura 2 portes, etc. Donc vraiment, il faut voir la blockchain comme une techno qu'on va utiliser pour arriver à faire quelque chose de particulier qui sert votre entreprise. Et nous, une des contraintes que l'on avait, c'est, même si on est entre guillemets fournisseur de produits de distribution électrique et très sensible à ça, le premier combat qu'on a eu à mener en interne, c'est cette image un peu sulfureuse liée à ce qu'on appelle le mining, c'est-à-dire l'encryptage de tous ces éléments-là dans la blockchain. Et effectivement, les grandes applications que l'on voit sur le marché, très public, c'est les crypto-monnaies avec des blockchains qu'on appelle publiques, donc avec un nombre d'acteurs et un passeport digital très important, où pour encrypter tout ça, il faut une consommation énergétique assez importante. Néanmoins, il y a plein de types d'armoires et de meubles, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il y en a des petits, il y a des gros, et il y a des blockchains qui peuvent se limiter avec des minages un petit peu plus simples. Et donc, on a expliqué et testé en fait qu'on pouvait utiliser la techno, le ciseau à bois et la scie que j'évoquais tout à l'heure, mais avec des objectifs beaucoup plus modestes et beaucoup plus green, entre guillemets, avec des consommations énergétiques qui étaient acceptables. Parce que ce que nous, on cherchait à faire, c'est à sauvegarder des éléments dans un contexte, je dirais, assez régulé, et avec une consommation énergétique acceptable. La traçabilité, on en fait depuis des années. L'idée, c'est de faire progresser, entre guillemets, le segment, les acteurs de l'agroalimentaire sur cette traçabilité, en essayant de ne pas consommer plus d'énergie que ce qu'on consommait avant. Et la techno permet d'avoir différents types de minage avec une consommation énergétique acceptable. Et Greta, chez vos clients ou chez Avry, est-ce que vous avez eu à combattre cette vision? Oui, un petit peu. Je pense que la question que s'est posée, c'était ça consomme énormément d'énergie à chaque fois qu'on valide une transaction dans la blockchain. Donc c'est un débat qu'on avait. On parle de transparence d'un côté, montrer que
les marques qui font des efforts pour être transparents, montrer aux consommateurs. De l'autre côté, on a une consommation d'énergie pour valider toutes les transactions. Je pense que la technologie, elle a évolué. Depuis 2018, quand on a commencé à tester, maintenant, elle est plus rapide et la consommation d'énergie, elle devient plus raisonnable par rapport à ce qu'on voyait avant. Donc ça évolue très vite au niveau blockchain. Je ne vais pas rentrer dans un discours technique, mais il y a déjà des blockchains qui s'adaptent à des nouveaux proof of stake à la place de proof of... comment s'appelle l'autre Work. Il y en a deux. Donc ils s'adaptent. Je pense que ça va évoluer. Donc pour l'instant, nous on continue à faire des pilotes. Et comme Benjamin l'a évoqué, on va dans une échelle petite. Quand on parle des solutions de traçabilité, il n'y a pas énormément de données qu'on va capturer dans la blockchain. Et Nina, chez vos clients dans le luxe en particulier, qui sont très attentifs aussi au mécanisme RSE et puis à leur image, est-ce que ces contre-arguments, vous avez dû les combattre chez vos clients ? Alors nous, on a créé une façon finalement d'être sustainable, c'est-à-dire que notre protocole blockchain, quand il atteindra sa capacité maximale, c'est-à-dire 200 millions de NFT générés par an, eh bien, la consommation énergétique de ce protocole sera égale à la consommation énergétique d'un foyer français à l'échelle de 25% seulement. 25% de la consommation énergétique de l'échelle d'un foyer français. D'accord, Exactement. donc ça arrive à convaincre ces acteurs que vous ne dépensez pas trop d'énergie pour cet usage. Exactement, en fait on ne met pas toutes les données sur la blockchain. D'accord. Et on utilise une sidechain Ethereum qui s'appelle POA Network, qui est efficiente d'un point de vue énergétique parce que c'est du proof of stake et il y a un nombre limité d'acteurs qui valident les transactions. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que les contre-arguments étaient au début peut-être vrais, mais que ceux qui fournissent les technologies trouvent des moyens de réduire la consommation électrique et d'en faire quelque chose qui est industrialisable. Et après, il y a Ethereum aussi qui essaye de pallier à cette question avec des évolutions sur le protocole, de nouvelles versions à venir. Bon, donc on a parlé des inconvénients et de la mauvaise image, on va parler du positif maintenant. Chez Schneider, finalement, avec ces expériences de pilote, qu'est-ce que vous avez conclu comme étant les principaux avantages, les principaux intérêts d'utiliser une telle techno par rapport à des outils informatiques traditionnels, type base de données ? Déjà, pour revenir sur le commentaire précédent, on voit que cette un peu bas de publicité, cette image un peu négative, on arrive assez vite, en fonction de ce qu'on souhaite faire avec la techno, à la faire tomber. Donc, restait à prouver, est-ce que ces outils, la scie, le couteau à bois, le ciseau à bois que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'ils sont vraiment utiles ? Effectivement, en faisant tout un tas de prototypage en interne, on a réussi à démontrer qu'aujourd'hui, on ne ferait pas un meuble sans une scie. Le futur de la traçabilité passera certainement par la blockchain, parce que c'est relativement simple. Alors effectivement, proof of stake, on rentre dans des technologies qui peuvent paraître pour les non-initiés un petit peu complexes, mais dans la mise en œuvre, en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas si compliqué que ça. Tout dépend, encore une fois, de la typologie de meubles que l'on cherche à construire. On peut avoir des interfaces très élaborées, mais on peut assez vite réaliser un prototype. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec un certain nombre d'acteurs qui voulaient travailler avec nous, en quelques semaines, on arrivait à faire du prototypage avec de la blockchain et essayer de faire voir un petit peu quels étaient les avantages de la technologie. Et notamment l'encryptage, d'une part, d'avoir la facilité à regrouper dans un même environnement un écosystème. Je vous parlais tout à l'heure de, par exemple, un industriel de type Danone, Nestlé, qui voudrait travailler avec un logisticien de type STG pour transporter ses produits frais. Allez, on va prendre l'exemple d'un yaourt et d'un retailer de type Carrefour ou Auchan. Et tout ce monde-là voudrait communiquer pour avoir ce passeport digital produit. Aujourd'hui, les systèmes IT sont complètement hétérogènes, c'est extrêmement compliqué. Et puis, il n'y a pas forcément une volonté de connecter tous ces systèmes-là ensemble. La blockchain permet de le faire relativement simplement. En quelques semaines de développement, vous pouvez déjà rentrer dans ce type de schéma. Donc, on s'est rendu compte de ça, facilité, et puis ce qu'on évoquait tout à l'heure, la qualité des smart contracts, la capacité à faire des règles métiers, très facilement également, avec des valeurs, des retours sur investissement qui sont très, très intéressants. Donc voilà, une espèce de facilité de mise en œuvre, malgré la complexité de la techno, qui fait qu'il y a fort à parier que ça va être très majoritairement adopté.
En plus de la permanence et l'inviolabilité des données, on ne peut pas les changer a posteriori. Oui, alors moi je suis toujours un petit peu prudent là-dessus parce que on verra quand les ordinateurs quantiques sortiront et peut-être qu'on décryptera la blockchain en une fraction de seconde. Donc voilà, je sais. Mais en tout cas, en ce moment c'est sûr. En ce moment, c'est une technologie sûre. Hein. Maintenant. Chez Avery, Greta, qu'est-ce que vous avez vu à travers vos pilotes comme avantage majeur de cette approche, de ces technologies? Pour moi, la blockchain, c'est le côté que, bon, pour l'instant, on ne peut pas modifier les données. Ça, c'est hyper intéressant au niveau transparence, anti-contrefaçon. J'ai un avis un peu différent sur la mise en place, parce que, comme vous avez évoqué tout à l'heure, la blockchain, ça reste une technologie qui va nous aider à créer des différents use cases et résoudre des problèmes dans l'industrie de la mode, dans mon cas. Et pour moi, la partie la plus importante, c'est d'avoir une identité unique pour chaque vêtement, chaque chaussure, chaque accessoire. Et cette partie-là, on peut la faire sans avoir la technologie blockchain. Donc on peut commencer avec une étiquette intelligente, identifier chaque étape de la supply chain et enregistrer toutes les données dans une cloud. Et après, il y a toujours l'option de dire, OK, je vais mettre toutes mes données dans une blockchain aussi, parce que comme ça, les données elles restent là. En tant que solution de anti-contrefaçon, je trouvais que c'était assez intéressant, parce que comme la blockchain est assez costaud au niveau de sécurité, une fois toutes les transactions sont là, ça peut être un outil d'authentification pour les consommateurs, pour ses communs, etc. Mais pour l'instant, moi je trouve que c'est plutôt une question de digital ID, traçabilité, et utiliser la blockchain comme une technologie en plus. On le voit aussi, nos clients, il y a beaucoup d'expérimentation, des questions, ils sont tous intéressés, mais le point bloquant, c'est normalement la mise en place, de connecter tous les systèmes, etc. Alors une question subsidiaire, Greta, et peut-être vous allez nous aider à comprendre et à vulgariser. On a entendu parler de NFT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes non techniques, en fait, c'est quoi un NFT et à quoi ça peut servir? Et puis après, Ariani va parler de toute l'exploitation de cette technologie. Oui, je vais faire une analogie. Donc un NFT, c'est un non-fungible token. Je me dis, ok, non-fungible, ça veut dire c'est unique. Comme une œuvre d'art, par exemple. Par exemple, l'argent, c'est pas non-fungible. On change l'argent tout le temps avec quelqu'un, la valeur, la personne qu'elle a. S'il y a une collection spécifique, par exemple, limitée des pièces, ça c'est non-fungible. En fait, il y a une certaine valeur, il n'y a qu'un certain nombre de pièces, par exemple. C'est comme les pièces d'art. Aujourd'hui, il y a je ne sais pas si vous vous souvenez, les blockchain kitties. C'était comme des mascottes virtuelles. Et chacune avait un non-fungible token, c'est unique. Et ça prend de la valeur, on ne peut pas l'échanger, on peut la vendre, entre guillemets, virtuellement. Après, la pauvre Nina, elle est en train de penser qu'est-ce qu'elle dit, mais non. Juste pour faire, je pense surtout aux enfants, ils ont les cartes Pokémon, par exemple. Il y a des cartes extrêmement rares. Donc un non-fungible, ça prend de la valeur parce qu'il n'y a que peut-être un seul ou deux dans le marché, par exemple. C'est vraiment cette côté unique qui donne la valeur au niveau virtuel aujourd'hui. Donc le NFT, ça aide à donner une valeur virtuelle. Ça n'existe même pas physiquement. Nina, est-ce que cette définition, c'est ce que retiennent les marques de luxe qui sont vos clients? Comment est-ce que vous les aidez à créer, à gérer et puis à marketer un petit peu ce nouvel objet? Eh bien déjà, je pense pour illustrer ce qu'est un NFT, ou en tout cas toutes les possibilités qu'il y a derrière les NFT, je vais parler de cas d'usage. Donc nous, à nos clients, on leur permet de créer des NFT, ce qu'on appelle Digital Twin. Donc ça peut être des passeports numériques de produits physiques. Par exemple, le passeport de ma montre Breitling qui est aujourd'hui un de nos clients, qui a créé des NFT, des passeports digitaux pour l'ensemble de sa collection. Et donc c'est, vous allez en boutique, vous achetez une Breitling, vous allez scanner la carte de garantie physique. Ce QR code finalement va vous mener vers le passeport digital de votre montre. Vous allez devoir réclamer la propriété. L'ensemble des informations, des opérations importantes de la vie du produit vont être horodatées, comme une réparation, un entretien, mais aussi un changement de propriété. Ce NFT, c'est une interface aussi entre la marque et l'ensemble de ses clients, peu importe le canal d'achat.
que ce soit en boutique, mais aussi sur le marché de la seconde main ou chez un retailer. Donc c'est une opportunité formidable pour les marques d'être connectées avec l'ensemble de leurs clients. Et après, donc, finalement, c'est une structure de NFT qui est pensée pour ce cas d'usage. Donc, vous allez voir une photo de votre produit, peut-être une représentation 3D, peut-être une vidéo associée. Et voilà, c'est une façon finalement de créer le jumeau numérique de ce produit physique. Après, un autre cas d'usage, c'est des NFT 100% digitaux. Donc, par exemple, récemment, avec une marque de mode pendant la Fashion Week qui s'appelle Easy Factory, il y a eu un look 100% digital au format NFT qui a défilé finalement, où tous les invités au show Easy Factory ont reçu leur finalement création purement digitale au format NFT que l'on pouvait visualiser en 3D, visualiser dans l'environnement du show. Donc c'était assez intéressant et ça permet aussi finalement de vivre une nouvelle expérience de mode. Parce que demain, finalement, cette création, vous allez pouvoir la porter sur les réseaux sociaux, peut-être dans des jeux vidéo. Et ensuite, le dernier type de NFT qu'on permet à nos clients de générer, c'est des NFT plutôt de communauté. Donc par exemple, avec la Fashion Week de Paris, tous les accrédités cette année ont reçu leur accréditation au format NFT. Donc, c'est-à-dire que y avait le petit carton je suis bien accrédité, je montre la propriété de mon NFT et donc je peux rentrer dans des événements associés à la Fashion Week, mais aussi il y avait une œuvre d'art digitale unique qui a été associée à ces NFT. Et donc voilà, notre volonté chez Ariani, c'est vraiment de rendre cette technologie accessible. Aujourd'hui, on utilise tous Internet, on n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne pour savoir que ça nous apporte de la valeur. Et bien là, c'était notre postulat chez Ariani, c'était de se dire... En fait, au début, on avait juste créé ce protocole blockchain et on s'est dit les marques, elles vont développer leur interface et se servir finalement de cet outil. Eh bien non, on a dû créer des couches d'abstraction qui leur permettent simplement de tirer avantage de cette technologie. Et donc, c'est vraiment une plateforme software as a service hyper simple qui leur permet de créer ces NFT, de les distribuer et ensuite d'interagir avec les possesseurs de ces NFT. Et du coup, il y a une vraie dimension CRM où je peux segmenter en fonction, par exemple, du canal d'achat, du type de NFT, et après mettre en place des campagnes marketing. Merci. Donc on a vu depuis le début, là, depuis à peu près un peu moins d'une demi-heure, ce que c'est qu'une blockchain, quels sont les différents cas d'usage d'acteurs économiques vraiment très différents les uns des autres, avec des cas d'usage industriels, mais aussi grand public. Avec en fait une technologie qui commence à être adoptée dans des cas d'usage réels, depuis des pilotes il y a 2-3 ans jusqu'à maintenant des adoptions dans des événements grand public. Benjamin, chez Schneider, aujourd'hui et dans les mois qui viennent, comment est-ce que vous voyez l'adoption de cette techno-blockchain dans votre secteur d'activité ? Alors, vous voyez, dans l'explication qu'on en a fait, en tout cas ce que j'ai expliqué, c'est que c'est relativement simple pour faire un pilote. Mais là où je rejoins Greta, c'est quand on vient vraiment faire une application industrialisée, où on va encapsuler un écosystème très très large. Je vous donne quelques chiffres. Nestlé, c'est 450 usines, c'est des milliers de typologies de produits. Quand on se projette dans cette dimension-là, c'est déjà beaucoup moins simple. Donc là, on a tout de même du mal à passer de ce stade de pilote à des applications d'envergure extrêmement large, parce que ça veut dire, si on veut arriver à trouver un retour sur investissement de cette technologie-là, il faut mettre beaucoup de données, donc il faut savoir quelles données font sens, il faut essayer d'embarquer un écosystème de partenaires pour que ce passeport soit digital, soit riche, et c'est là où en fait il faut que les industriels soient accompagnés avec les acteurs que vous avez là éventuellement autour de la table, mais bien d'autres. C'est-à-dire qu'il faut être un petit peu coaché. Ça fait partie de ce que moi j'appelle la transformation digitale de l'entreprise. Et je fais souvent ce parallèle-là avec le marathon de Paris qu'on sponsorise. C'est accessible à tous. Il n'y a aucun souci. Si vous vous entraînez, si vous êtes coaché, vous allez faire 5 km, 10 km, 25 km et vous allez franchir la barre des 42. Mais il faut être accompagné pour ne pas tomber dans les pièges des autres, pour ne pas repartir from scratch à l'état de prototype. C'est fini, la technologie est éprouvée. Donc il faut être un petit peu guidé et trouver... Il y a des dizaines de startups qui peuvent vous accompagner, il y a des gens un peu plus matures qui peuvent aussi vous accompagner, mais en tout cas...
il ne faut pas aller vers cette technologie-là juste pour le buzz de la techno. Il faut y aller avec un sens vis-à-vis de l'entreprise. Je veux me protéger de la contrefaçon. Je veux avoir une meilleure traçabilité de mon produit. Je veux rendre l'expérience utilisateur unique. Une fois que vous avez défini ces critères-là, vous savez pourquoi vous allez utiliser la techno. Et vous savez définir le retour sur investissement de cette techno-là. Et ensuite, vous trouvez un bon coach, et puis il va vous mener à ces 42 km du marathon. Et vous allez passer à la ligne d'arrivée, sans trop d'encombre. Mal aux jambes, mais sans trop d'encombre. Greta, je pense que vous partagez le problème de la transition numérique. Je partage le même avis que Benjamin. En fait, nous on voit que au niveau pilote, tout le monde est content, ça donne envie. Mais tout ce qui est la transformation digitale, et surtout dans l'industrie de la mode, quand on parle des grandes marques qui ont des volumes assez importants, la production est au niveau global, bon, surtout en Asie. Il faut voir aussi que les usines, normalement, la plupart du temps, ne s'appartiennent pas aux marques. Donc il faut convaincre tous les interlocuteurs de la chaîne d'approvisionnement qui participent sur cette transformation digitale pour la traçabilité. Donc c'est un peu le même discours que Benjamin, c'est accompagner les clients. C'est toujours plus facile quand on a un qui est un early adopter, courageux, qui commence. Et je pense qu'une fois, il y a un ou deux courants qui vont adopter la technologie et la traçabilité, il y aura les autres qui vont suivre. Il y a toujours un ou deux qui vont un peu marquer le premier succès, on dirait, au niveau mise en place. Et Nina, dans l'industrie du luxe, les NFT ont bien décollé. Vous avez cité des cas d'usage réels avec des produits qui ont un NFT comme les montres Breitling. Mais finalement, est-ce que ça n'a pas aussi une image un petit peu de marché limité, peut-être de mode elle-même? Est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment un avenir commercial autour de ces usages dans les années qui viennent? Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, les marques, elles ont envie de se positionner sur ce segment. Elles ne savent pas comment, elles ne savent pas quelle est la proposition de valeur derrière, elles ne savent pas si c'est court terme ou long terme, mais elles ont envie d'y aller. À titre d'exemple, chez Ariani, on a 0 coût d'acquisition, ce n'est que des demandes entrantes. Par contre, oui, c'est clair qu'il faut aujourd'hui les accompagner. Nous, on a un blueprint où on va les accompagner de A à Z pour définir vraiment la proposition de valeur et comment finalement ces actifs digitaux qui sont permanents, une fois qu'on les publie sur la blockchain, ils y restent. Donc il faut avoir finalement un projet vraiment long terme avec des étapes, des milestones. Et ça, c'est notre rôle, oui, en tant que leader de ce... Finalement, on change de paradigme et nous, on va dire qu'on tire les marques aussi dans cette direction. Donc c'est notre rôle de les accompagner dans la définition d'une bonne proposition de valeur et qui va être valable finalement dans le temps. Après, par rapport à des blockchains un peu plus de supply chain, plutôt amont, la force d'Ariani, c'est qu'on est positionné finalement qu'à partir de la vente. Donc notre seul interlocuteur, c'est la marque. Ce n'est pas tous ces, par exemple, du champ finalement au magasin. C'est vraiment au moment de la vente, on génère un NFT et après ce NFT va être transféré de main en main. Donc plutôt de client en client. Et donc ça réduit le scope parce qu'il y a finalement, si je puis dire, qu'un seul acteur qui doit prendre la décision. Mais il y a une vraie volonté d'aller sur ce sujet. Alors comme on a vu que tout à l'heure, il y avait la très très grande majorité de la salle qui n'utilisait pas aujourd'hui la blockchain. Si jamais il y a des gens dans la salle qui veulent démarrer un projet blockchain, chez Schneider, par exemple, un industriel chez vous veut démarrer un pilote blockchain ou un projet blockchain. C'est quoi les ordres de grandeur du temps du projet? C'est quoi les ordres de grandeur de l'investissement en euros qu'il faut mettre sur la table pour avoir à la fin un pilote ou un projet blockchain qui fonctionne? Alors ça, c'est pas une question simple. Ah bon? Non, parce que... alors moi, je suis normand, alors ça dépend. Non, en fait, la première chose qu'on va vous demander, on va passer par une phase un petit peu d'animation, d'atelier, de discussion, parce que pourquoi? On va vous poser la question, la première qui est évidente, mais pourquoi vous voulez faire de la blockchain? Quel est l'intérêt? Je crois que c'est Greta qui a dit tout à l'heure, mais on faisait de la traçabilité avant, sans utiliser de blockchain, des passeports digitaux. Qu'est-ce que ça amène de plus, cette blockchain? Donc, on va essayer de creuser le pourquoi. Ensuite, on va essayer de creuser, parce que
Aujourd'hui, on ne parle pas assez souvent du coût de cette blockchain. Il faut développer, il faut stocker, il faut hoster les infrastructures. Enfin, il y a un coût derrière. Donc, on va certainement discuter avec l'industriel du retour sur investissement. Qu'est-ce que vous êtes prêt à investir et sous quelle période de temps vous voulez avoir un retour sur investissement et quel est ce retour sur investissement. Et je ne parle pas seulement financier. Vous savez que maintenant, bon, on a beaucoup d'engagements RSE pour le vert, pour revenir à cette consommation énergétique. Donc, peut-être que le retour sur investissement, c'est peut-être être plus vertueux en termes de traçabilité des matières premières. Je vais faire le parallèle avec ce qu'a dit Nina sur les montres. Bah, vous avez ce NFT sur le produit fini, mais d'où viennent les métaux, d'où viennent les pierres précieuses qui composent cette montre Breitling, par exemple. Bah, tout ce qui est conflict mineral, tout ce qui est, voilà, est-ce qu'il y a des enfants qui sont utilisés dans les mines pour extraire le diamant que vous allez mettre sur votre bague. Tout ça, ça a un sens. Donc ce passeport digital, encore une fois, bah, on voit que cette blockchain amène cette continuité-là, et encore une fois, non falsifiable, transmis... Je cherche le nom en français, que l'on peut transmettre de client ou d'utilisateur en utilisateur. Donc on voit bien qu'il y a plein de valeurs autour de cette technologie-là. Le prix, c'est pour moi très compliqué. Ça va de quelques dizaines de milliers d'euros pour faire un pilote ultra simple qui va vous durer quelques semaines, à quelques millions d'euros pour déployer ça à l'échelle d'une société comme la nôtre et sur l'ensemble des gammes de produits. Donc voilà, on peut faire quelque chose de très raisonnable, de l'ordre de... Allez, je vais dire 100 kg euros pour vous donner une valeur, et puis après, ça peut être beaucoup plus simple ou beaucoup plus compliqué. Et chez Avery, vous avez à peu près les mêmes paramètres, vous présentez les choses de la même manière? Nous, en général, on essaye de parler de end-to-end solution. Donc, on parle d'un côté de la solution physique, l'étiquette intelligente, entre guillemets. Ça peut être un RFID, un NFC, un QR code, n'importe. Après, on parle de la partie des données. Donc, on a notre plateforme cloud où toutes les données qu'on scanne, qu'on va capturer tout au long de la chaîne, ça, dans notre cloud. Et après, on a les applications spécifiques au point d'avant, en fonction du besoin du client. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement faire? Peut-être blockchain, c'est pas la technologie, peut-être c'est le digital twin, le fameux, comment on dit en français, un digital twin? Jumeau numérique. Jumeau numérique. Pour avoir exactement toutes les informations sur vêtements, chaussures, accessoires, et avoir ça. Après, ça dépend vraiment de la marque. Nous, en général, on propose de commencer petit, de tester la technologie et le use case. Normalement, ça prend 2 mois, par exemple, pour faire un tout petit pilote pour dire, OK, quelles sont les données, quels acteurs de la supply chain on va tester. Et une fois on a quelques données, c'est plus facile pour les marques de s'imaginer la valeur, les bénéfices d'une solution digitale quand ils ont quelque chose de tangible qu'ils peuvent toucher, ça reste toujours l'industrie de la mode très physique aussi. Il faut qu'on arrive à lui montrer la valeur. Donc on essaye de faire un pilote assez rapidement, en petite échelle, et après on peut adapter en fonction des besoins du client. Donc c'est une mise en place pour un pilote assez rapide. Après, ça dépend au niveau déploiement au niveau global. Ça dépend de la prédisposition de la marque. Nous avons des équipes au niveau global partout qui s'occupent du déploiement. Donc, c'est fait à mesure pour chaque client. Mais les ordres de grandeur qu'avait cité Benjamin, entre 100 000 ou même quelques millions, ça vous paraît pas délirant? Au niveau... Entre un pilote et l'industrialisation d'un service à base de blockchain? Ça va prendre du temps. Oui. Normalement, on le fait en phase. Donc, on commence par exemple, on commencerait par Europe. Après, l'Asie, c'est tellement grand au niveau volume qu'il faut toujours, peut-être qu'on a deuxième étape. Parce que c'est vraiment, le volume par rapport à l'Europe, c'est beaucoup plus important. Donc, normalement, ça nous prend, si on part en phase... si on compare avec un projet de mise en place d'une solution globale d'anti-contrefaçon avec identité unique, etc., ça peut prendre entre 6 mois et 1 an pour avoir un déploiement global. Mais ça joue beaucoup sur la prédisposition des marques aussi. Et chez Ariani, quels sont les ordres de grandeur, pareil, temps et budget de projet? J'imagine que ça dépend. Ça dépend, mais nous, on est positionné différemment. Finalement, notre solution est sur étagère. Donc, on pourrait dire qu'on fait de la blockchain as a service, quasiment. Et donc,
en 2 mois, on peut déployer finalement un projet à l'échelle industrielle. C'est-à-dire que dès demain, on peut vous commencer à créer des NFT, à utiliser la plateforme. C'est plutôt la prise en main de la plateforme qui va être complexe. Et après, c'est finalement l'amont qui prend le plus de temps. Quelle est la proposition de valeur ? Mais on ne va pas définir un cahier des charges fonctionnel finalement parce que toute la techno est sur étagère. Et c'est juste finalement qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon NFT et quelle est l'expérience utilisateur. Par exemple, quel est le lien entre la réalité physique et la réalité digitale ? Est-ce que j'ai envie de mettre des QR codes sur mes étiquettes ? Est-ce que c'est des puces NFC je sais pas, dans la manche de mon pull ? Donc finalement, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est définir un peu le parcours utilisateur et voilà, quelle est la proposition de valeur derrière ma stratégie NFT. Au niveau des ordres de grandeur financiers, ça va dépendre du nombre de NFT que la marque a envie de créer et, par an. Et après de la taille de la société, c'est-à-dire qu'on s'adapte. Si c'est, par exemple, on travaille avec le groupe Richemont, ça ne va pas être la même approche qu'avec une plus petite start-up. Comme, je sais pas, on travaille avec une start-up qui s'appelle MarchLab, ici à Paris. Donc voilà, si je peux donner un ordre de grandeur, notre minimum spend est de 20 000 € par an, donc c'est de la licence. Merci. On arrive bientôt à la fin. On aura si vous avez des questions, les micros sont devant vous dans l'allée. Mais pour finir, si on devait imaginer des usages pour 2022 ou des nouveaux usages, des usages qui font peut-être un peu rêver, qu'est-ce que vous espérez voir apparaître autour de la blockchain dans votre activité dans l'année qui vient ? Nina, par exemple, continuez. Je pense que ça va être la continuité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit finalement une expérience NFT un peu 360 qui va allier du physique, du digital et de l'expérience. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du drop Dolce & Gabbana récemment. Finalement, l'idée c'était d'acheter une sorte de sésame qui vous donne accès à des expériences physiques. Par exemple, vous alliez pouvoir accéder à un défilé, aller visiter une usine, vivre une expérience vraiment exclusive. En même temps, vous allez peut-être recevoir un produit physique et un cadeau digital, par exemple, la représentation digitale du produit, une œuvre d'art unique. Donc c'est vraiment ce blend en fait entre ces 3 dimensions, l'expérience, le digital et le physique. Dans le domaine industriel, Benjamin, les nouvelles cas d'usage de la blockchain ? Alors, ça dépend à quelle période de temps je me projette. Si c'est, je dirais, l'année qui vient ou les années qui viennent, ça va être relativement simple. C'est surtout poussé pour l'adoption de cette blockchain. Donc, on va développer des choses sur les machines as a service, c'est-à-dire que la machine sera construite par quelqu'un, utilisée par un autre, et avec ces smart contracts et ces règles métiers qu'on évoquait, il y aura des paiements sur l'utilisation de la machine et tout ça contractualisé dans une blockchain. Donc ça fait pas rêver, et c'est des choses très, 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 très simples. Si je vais, je dirais, à plusieurs années d'horizon, pour moi, ce passeport digital que l'on va pouvoir explorer avec toutes ces dimensions, encore une fois, on évoquait de la ferme à la fourchette, sur les mondes Breitling, savoir d'où vient les pierres précieuses, le métal, etc., de fusionner ça avec les métaverses qui sont en train d'arriver, et virtuellement se plonger dans ce passeport digital, l'explorer dans toutes ses dimensions, et d'aller voir le champ qui a sorti les tomates pour faire son pot de ratatouille, etc., etc. Enfin, c'est d'avoir cette fusion un petit peu du virtuel, mais avec ces données qui ont été enrichies au fur et à mesure sur l'histoire du produit. Et ça, on commence à voir Facebook aller vers ce genre de choses. Microsoft, Christophe était là tout à l'heure, on voit les annonces de Satya Nadella sur les métavers. Donc, la fusion un petit peu de toutes ces technologies qui arrivent et qui seront matures d'ici quelques années, voilà, ça me fait rêver par contre. Merci Benjamin. Greta, le mot de la fin, qu'est-ce qui vous fait rêver ? Je ne sais pas si ça me fait rêver, mais je pense qu'au niveau développement durable, tout ce qui est les émissions CO2, surtout avec toutes les nouvelles lois qui arrivent en France, surtout la traçabilité, l'étiquette aujourd'hui, c'est partout au niveau physique, mais étiquettes virtuelles. Si vous êtes dans un futur peut-être étiquette intelligente, de machine à laver intelligente, où ça va être scanné et automatiquement tous les vêtements seront lavés avec un programme, par exemple. Et ça va nous donner aussi des instructions au niveau de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut faire à la fin de vie de notre vêtement ? Parce qu'on parle beaucoup de développement durable, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Je pense qu'aujourd'hui, il nous manque un peu l'éducation au niveau consommateur. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Déjà, consommer moins, mais aussi avoir toutes ces informations qui vont nous faire réaliser qu'il y a plein de choses qui doivent changer si on veut faire une différence. Donc, au niveau émissions CO2, je pense que ça va être important. Il y a des marques qui commencent déjà à avoir un passeport CO2 dans leurs vêtements, notamment H&M, par exemple. Et aussi, l'autre partie, que c'est peut-être pas un petit peu moins dans notre domaine de la mode, c'est tout ce qui est gaming. Il y a beaucoup de NFT au niveau gaming, des choses exclusives, peut-être surtout pour les générations un peu plus jeunes. Et il y a des collections complètement virtuelles aussi. Je pense que c'est Gucci qui a créé une collection qui est complètement virtuelle. C'est pas des vrais vêtements comme nous ici. Tout ça, peut-être pour nous, on a peut-être encore un peu du mal à réaliser, mais je pense que les autres générations, elles n'ont aucun problème à juste acheter une collection virtuelle. Merci Greta. Parole à la salle si vous avez des questions. Oui, le micro est juste derrière vous, allez-y. Merci, et vraiment c'était passionnant. Alors, une question, mais pardon, c'est pas du tout votre secteur, mais est-ce que, à votre connaissance, alors que vous êtes dans la mode, dans le luxe, Schneider, un peu quand même, vous touchez un peu la santé, qu'est-ce que vous pouvez connaître d'applications déjà dans le domaine de la santé, je dirais aussi bien côté produits, donc on peut penser tout de suite à l'industrie du médicament, mais pas seulement, notamment aux équipements aussi, que ce soit par exemple des équipements de radiothérapie ou autres sur lesquels il y aurait un vieux besoin par exemple d'avoir une traçabilité de maintenance, et puis je dirais jusqu'à l'autre bout, et là on est tous concernés individuellement, on va tous être censés avoir au 1er janvier prochain un passeport digital personnel de santé, avec théoriquement, encore une fois, dans un machin qui est un serpent de mer depuis 30 ans, les données médicales qui sont attachées à chacune des personnes. Et notamment, moi je représente le cercle entreprise et santé, notamment les données santé-travail. Donc à la fois, pardon, c'est une longue question, mais à la fois à votre connaissance, qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui est ouvert, et à quoi vous penseriez. Merci. Moi, je peux commencer. En fait, il faut voir la blockchain comme une technologie qui permet de stocker des données. Et ce stockage des données est vraiment auditable. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir venir effacer les données. Donc ça, c'est essentiel. Mais que ce soit des données qui sont rentrées par des êtres humains, mais aussi des données qui proviennent d'appareils connectés, intelligents. Finalement, s'assurer par exemple qu'une intelligence artificielle médecin n'est pas biaisée parce qu'on peut remonter jusqu'au jeu de données qui a été utilisé pour l'entraîner. Voilà. Donc pour continuer, c'est très intéressant parce que c'est en train de se produire maintenant, donc le passeport... Alors oui, alors il y a deux aspects dans votre question, l'aspect plutôt passeport digital en tant que personne, et puis après ce qui se passe pour nous au sein de l'industrie, notamment sur tout ce qu'on appelle le medical device, donc les équipements médicaux sur lesquels on a besoin d'une traçabilité complète des produits. Et puis pour revenir à ce qu'a dit Greta sur la partie circularité, empreinte écologique des produits, il y a beaucoup d'équipements de radiothérapie par exemple qui utilisent des métaux ou des sources radioactives qu'il faut tracer sur l'aspect circulaire. Donc tout ça, on voit bien que l'équipement devient unique. Tout à l'heure, on en parlait. Et il faut le suivi complet de sa conception, de son suivi logistique, chez qui il a été installé, et puis aussi comment il va être recyclé dans 10 ans ou dans 15 ans. Et ça y est, c'est parti. Les industriels de la pharma, pour les drogues, les médicaments, mais surtout aussi sur les medical devices, pour intégrer aussi des puces RFID dans ces produits-là, pour arriver à construire ce passeport digital produit et avoir son suivi complet. Mais c'est dans plein de domaines, l'automobile, l'avionique. J'ai une question, c'est le fondement de la blockchain, si j'ai bien compris, c'est un registre que l'on rend non falsifiable. Et distribué. Donc, le coût peut dépendre, le coût de l'opération d'utiliser la blockchain, ça peut dépendre du nombre de choses qu'on a à créer dans le registre, et puis ça dépend aussi peut-être du caractère plus ou moins falsifiable, parce que quand on dit non falsifiable, je crois que ça dépend du nombre de mineurs. Vous avez dit qu'il y a plusieurs types de mineurs. Si par exemple j'essaie de le rendre non falsifiable en le distribuant à 2 personnes, j'ai peut-être pas le même degré de sécurité que si je l'envoie à 10 000, mais j'ai peut-être pas les mêmes coûts. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'expliciter, si je comprends bien, que la blockchain, c'est en fait une blockchain à différents niveaux possibles de sécurité?
Il y a de la bonne blockchain et puis il y a de la mauvaise blockchain. Enfin, la bonne mauvaise, c'est pas la bonne expression, c'est-à-dire Il y a une le blockchain caractère publique falsifiable. et une blockchain privée, finalement, et il y a du semi-privé ou semi-public. Donc ça, c'est à vous de définir, en fait, par exemple, une blockchain privée, ça peut être à l'échelle d'une chaîne de valeur. Donc, par exemple, interne à un écosystème, je sais pas, par exemple, interne à un hôpital avec tous les fournisseurs de l'hôpital. Oui. Tous les acteurs qui gravitent au sein de cet écosystème. Ça peut être une blockchain. C'est une blockchain fermée. Et où... Ça existe déjà ou pas? Ça existe déjà. Par exemple, si on prend le cas d'IBM Food Trust, c'est une blockchain fermée où finalement, il y a seulement les acteurs de cette chaîne qui participent à la blockchain et à certifier les données qui sont rentrées sur la blockchain. C'est-à-dire que les mineurs, c'est eux-mêmes. Exactement. En fait, il y a vraiment des... c'est fermé, donc il faut être coopté pour rentrer. Et... Il peut y en avoir assez peu si c'est une blockchain privée. Exactement. Avec simplement 50 opérateurs. Tout à Par fait. contre, quand on parle du Bitcoin, ça C'est une marche que blockchain parce que là, il y a au contraire des, Exactement, vous avez des parfaitement... dizaines de milliers, de centaines de mineurs nécessaires. Avec les On nombres vous de invitera à la transactions. prochaine Ouais, conférence c'est ce que pour j'allais l'expliquer. dire. Monsieur peut presque être à notre table pour présenter. Mais vous avez parfaitement résumé la problématique. C'est combien de membres font partie de, de ce consortium et de capacité à faire des transactions et combien il y en a et quelle est l'épaisseur de ce registre et à combien de personnes il est distribué. Effectivement, les crypto-monnaies, c'est largement distribué. Il y a des dizaines et des dizaines, des milliers de transactions. Donc on voit bien que la consommation énergétique, on voit bien que c'est lié derrière. Donc, et puis après, il y a les technologies qui nous aident. On dit, ça vaut peut-être pas le coup de le distribuer à des milliers d'exemplaires. Déjà, aller modifier un registre sur 50 ordinateurs en même temps, c'est pas à la portée de n'importe qui. Où est-ce qu'on met le curseur? C'est vraiment ça la bonne question. Et aussi, finalement, est-ce que c'est des données qui sont aujourd'hui privées ou publiques? Est-ce qu'elles doivent rester au sein d'un écosystème ou est-ce qu'elles peuvent être publiques et visualisables finalement par tout le monde? Dans le cadre de transfert de fonds, oui, c'est important de savoir que finalement, dans ce compte ou ce wallet, il n'y a plus les fonds nécessaires. Par contre, au sein d'un écosystème où il y a des risques, notamment dans la santé, je pense que c'est important d'avoir des blockchains qui sont plutôt fermées et privées. Mais vous voyez, juste pour vous donner deux exemples là-dessus, le 1er janvier prochain, c'est 67 millions de Pékins qui vont devoir avoir leur passeport digital perso. Et là-dessus, des données qui seront alimentées par les hôpitaux, les systèmes de ville et autres, mais sur lesquels on sait qu'au moins 30% des données seront rentrées par le Pékin de base qu'on est tous. Donc, alors bien sûr, il y a des risques cyber, mais sur l'inviolabilité des choses, ça devient compliqué, alors que c'est indispensable en matière de santé. Et aussi, il faut s'assurer de la véracité des données. Vous pointez un point qui est très important, c'est finalement la personne qui rentre les données dans la blockchain, à quel point on peut lui faire confiance. On va bientôt être viré de la salle pour la conférence suivante. Donc, je vous propose une dernière question. Une question concernant la blockchain, bonjour. Je voulais savoir dans quelle mesure les administrations se connectent ou pas actuellement à la blockchain. Parce qu'en particulier, vous parliez du luxe, donc demain j'achète une Ferrari ou un collier de diamants, etc. Je voulais savoir, je le transmets, crypté ou autre, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là où je crée une innovation industrielle, un prototype, je veux le transmettre pour X raisons, voilà. Donc ce sont des accords commerciaux, des smart contracts avec des règles définies, j'imagine. Et qu'est-ce qui se passe au niveau administration française, par exemple? Alors aujourd'hui, la propriété liée à la blockchain n'est pas reconnue. C'est en train d'être défini par le régulateur. Mais ce qui est intéressant, notamment avec les NFT, c'est qu'il y a cette propriété digitale qui est possible. Et pour le transmettre, par exemple, sur les NFT Ariani en tout cas, vous cliquez sur un bouton « Transférer mon NFT » et la personne de l'autre côté qui reçoit un QR code ou un lien doit accepter la propriété. Mais devant... de personne à personne ou de pair à pair aujourd'hui. Mondialement. Tout à fait. Je peux vous envoyer assez neutre, en fait. Je peux vous envoyer par WhatsApp un lien qui peut vous permettre de récupérer la propriété. Je peux vous vendre une maison ou un appartement en Bitcoin. À l'heure actuelle, c'est possible. À l'heure actuelle, c'est possible. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci à nos intervenants. Merci. Désolé pour l'organisation, on est un peu en retard. Et vous pouvez continuer à joindre les différents intervenants, bien sûr, sur LinkedIn. J'imagine que tout le monde y est. Merci à vous.